Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Gilles Pargneaux, ancien député européen, président de la Fondation Euromeda, Europe, Méditerranée, Afrique, et grand spécialiste du Maroc, pour nous parler de la mise en œuvre du projet lancé cette semaine par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. Monsieur Pargneaux, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons aborder un sujet quand même très très important qui est le risque de pénurie d'eau douce dans certains pays et dans le Maroc en particulier. Et donc je voulais d'abord voir avec vous, est-ce qu'on peut considérer que la raréfaction des pluies liées au réchauffement climatique et la surexploitation des nappes phréatiques sont bien les causes les plus significatives de la pénurie d'eau? Oui, donc bon nombre de pays du continent africain, dont le Maroc, ont un stress hydrique important et de plus en plus important. On l'a vu au fil des années. Moi, j'ai été en 2015 le rapporteur du Parlement européen pour la COP 21 à Paris, et on a vu des chiffres qui pouvaient être alarmants. En ce 21e siècle, je pense que la pénurie d'eau potable est vraisemblablement l'enjeu politique majeur que doivent affronter les pays du continent africain. Il est donc nécessaire que nous puissions avoir des pays comme le Maroc qui fixent un cap pour permettre une politique ambitieuse, audacieuse, liée à l'approvisionnement en eau potable, mais aussi dans le cadre de l'irrigation, profitant ainsi au monde rural et aussi à l'agriculture. Et c'est donc pour cela que nous sommes, nous, les Européens, très vigilants et proactifs pour, dans le cadre de cette politique que nous souhaitons mener dans notre relation entre l'Europe et le continent africain. On voit bien qu'il s'agit là d'un problème qui nous apparaît comme étant prioritaire. Rappelons enfin que le continent africain, d'ici à 2050, va doubler sa population. Mais justement, on peut considérer finalement la problématique de l'eau, c'est un peu le nouvel or bleu, et s'il vient à manquer, c'est absolument dramatique. C'est donc un enjeu environnemental et pour le Maroc en particulier, puisque les prévisions estiment à 80% la perte possible des ressources en eau dans le royaume d'ici les 25 ans. Donc on peut considérer qu'il était grand temps d'agir et que, évidemment, je pense, des actions ont été prises il y a déjà de nombreuses années. Oui, tout à fait. Vous employez un terme qui est juste, il était grand temps d'agir, même si on le voit à l'échelle du Royaume du Maroc, déjà beaucoup a été entrepris par feu Sa Majesté Hassan II, qui avait déjà vu qu'il y avait la nécessité de contrer cette potentielle pénurie d'eau sur le territoire du Marocain, et d'où la construction d'un certain nombre de barrages. 13 barrages avaient été construits sous la houlette de feu Sa Majesté le roi Hassan II. Avant de venir plus précisément sur la politique récente, est-ce qu'on peut dire que les grands défis au Maroc et dans des pays qui souffrent de pénurie d'eau, c'est le traitement des eaux usées, c'est le raccordement à l'eau potable en milieu rural et la maintenance et l'exploitation des systèmes d'eau en milieu rural?
C'est donc pour ça que ce plan national que j'ai suivi avec particulièrement d'attention est très important. Il fixe un cap et il répond aussi à un certain nombre de préconisations qui ont été faites spécifiquement pour le Maroc. Moi, j'ai participé en avril dernier à une conférence internationale à Marrakech, au musée Mohamed VI sur les civilisations sur l'eau à Marrakech. Et dans cette conférence organisée par la coalition sur l'eau pour le Maroc, COALMA, en présence du président du Conseil mondial sur l'eau, des préconisations ont été faites sur 5 domaines qui, d'ailleurs, c'est des domaines qui ont été abordés par le plan national tel que présenté par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, il y a quelques jours maintenant. Quelles sont ces préconisations et quels sont finalement ce plan qui m'apparaît comme étant un plan 5 étoiles, quintuple A. C'est tout d'abord améliorer l'offre hydrique avec la construction de 20 barrages d'ici à 2027. Deuxièmement, c'est améliorer la gestion de l'eau dans l'agriculture. La troisième préconisation qui est importante, c'est l'approvisionnement, comme vous le rappeliez, en eau potable dans le monde rural. La quatrième amélioration que porte ce plan, c'est la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation des espaces verts. Là, ça concerne les milieux urbains du Royaume du Maroc. Et enfin, il est nécessaire de sensibiliser la population marocaine sur cette pénurie d'eau, la rationalisation de l'utilisation de l'eau, chasse au gaspillage. Et là aussi, c'est abordé par le plan national. Alors, plan national impressionnant, puisqu'on parle de un investissement de 115 milliards de dirhams. C'est un chantier absolument titanesque. Il est financé, je pense, à hauteur de 60% par le budget de l'État et le solde par les opérateurs concernés, comme l'ONE notamment, l'Office national de l'électricité et de l'eau. Est-ce exact, ça ? Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est, comme vous le dites, il s'agit d'un plan national très ambitieux financièrement, 115 milliards de dirhams pour 6 ans, c'est colossal. Et 60%, donc un volontarisme de la part de l'État marocain, 60% de financement par le budget de l'État, mais également 39% par les organismes associés comme l'ONE, mais également des financements publics-privés. C'est la mobilisation générale. Je dirais que c'est la révolution bleu-verte de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui, une nouvelle fois, est visionnaire. On l'a vu sur le domaine des énergies renouvelables, où le Maroc est précurseur, en matière de solaire, mais aussi d'éolien. Mais je pense que la présence d'une politique forte hydraulique, comme le propose ce plan, c'est non seulement une politique qui va booster la croissance économique du Royaume du Maroc, mais qui va être aussi un exemple pour l'ensemble des pays de la CEDEAO qui sont partenaires du Royaume du Maroc. Et donc on peut considérer un peu précisément comme pour les énergies renouvelables que l'initiative de Sa Majesté Mohamed VI ici permettrait de faire école dans une série d'autres pays qui n'ont pas encore eu les moyens, les possibilités de lancer un plan de cette envergure. Oui, tout à fait. Et c'est donc aussi pour cela qu'il nous faut saluer ces constructions de 20 barrages tels qu'ils sont prévus par le plan national, car ça va permettre de réguler l'utilisation de l'eau, mais également l'irrigation dans l'agriculture marocaine. Donc cette préconisation ou ce plan, eh bien, nous devons aussi l'avoir dans d'autres bassins où l'eau est extrêmement importante. Je
pense au bassin du Congo, par exemple, ouais. où là, on a potentiellement des conflits qui peuvent voir le jour à cause de la pénurie d'eau. On le sait, la pénurie d'eau est aussi un des facteurs de la migration d'un certain nombre d'Africains qui, par pauvreté, parce que manque d'eau, souhaitent partir ailleurs. Donc on voit bien que la politique en ce domaine, c'est une politique de la part du Maroc qui est majeure, mais qui est aussi un exemple pour ses partenaires africains. Vous parliez tout à l'heure, ça peut paraître pour le téléspectateur un terme un peu savant, mais de stress hydrique. Donc ça veut dire en fait la peur d'arriver à une pénurie d'eau. Est-ce que l'importance de ce projet tout à fait majeur qui vient d'être lancé permettra de mettre le pays à l'abri définitivement de l'insuffisance de cette ou du risque d'insuffisance de cette substance vitale pour l'économie et la stabilité du pays? Oui, oui, donc c'est un sujet qui est majeur et à nouveau, il faut saluer le cap et le volontarisme de Sa Majesté le roi Mohamed VI, car quand on regarde la situation hydrique sur le territoire marocain, le fait de construire 20 barrages supplémentaires va permettre une nouvelle capacité de stockage du Maroc passant à 29,3 milliards de mètres cubes. Et donc là, on va répondre à cette préoccupation telle que vous l'indiquiez dans votre propos liminaire, dans votre question. Et c'est aujourd'hui donc très important que non seulement de fixer le cap, mais aussi de rassurer par ce volontarisme. Est-ce que vous pouvez expliquer en fait, puisque 13 barrages, 20 barrages en plus, c'est des barrages un peu partout dans le pays, et concrètement, je dirais presque scientifiquement, qu'est-ce qui se passe pour que le fait d'avoir des barrages qui retiennent de l'eau peut générer une telle puissance en termes de ressources? Je vais vous prendre un exemple que vous connaissez peut-être, c'est le sud d'Agadir, cette région non loin du parc ornithologique de Massa. Vous avez là une région où la pénurie en eau a été très fortement ressentie ces dernières années, parce qu'il ne pleuvait pas suffisamment. Et pour la première fois, grâce au barrage qui, en amont, a été construit. Vous avez l'ensemble de cette plaine donnant sur l'océan Atlantique qui, à nouveau, en cette fin d'année du mois de décembre, était irriguée parce qu'il y avait eu, de la part de ce barrage construit en amont, eh bien, ce stockage des eaux de pluie, car on a vu dans le Haut-Atlas et le Moyen-Atlas des fortes pluies en octobre-novembre qui ont été ainsi stockées pour pouvoir être ensuite dégagées au profit eh bien, des exploitations agricoles et de l'ensemble des Marocaines et des Marocains habitant dans cette région. Monsieur Pargneaux, nous allons faire une petite interruption et nous nous retrouvons après la pause. Nous reprenons notre interview de monsieur Pargneaux sur la problématique de l'eau potable au Maroc et dans les pays d'Afrique de l'Ouest notamment. Monsieur Pargneaux, vous évoquiez le cas de la région de Oued Massa. On peut se souvenir aussi, il y a quelque temps, d'une grande sensibilité de la population dans la région de Zagora, où ils ont un peu manifesté pour faire comprendre que leur inquiétude était très grande. Vous vous en souvenez? Oui, tout à fait, oui. Et je pense que ce plan national va répondre à cette inquiétude du monde rural, notamment à Zagora. Et comme vous, j'avais vu effectivement les événements qui s'étaient déroulés il y a quelque temps maintenant. Il faut savoir que le plan Maroc Vert, grâce à ce qui a été créé en 2008, grâce à ce plan, va, je crois, trouver son second souffle. 12 ans après sa création. Et ça va permettre effectivement une irrigation
plus moderne, mais également plus importante. C'est 510 000 hectares qui vont être irrigués via le goutte à goutte, tel que le prévoit le plan national. Et c'est donc le monde rural, comme la région de Zagora, qui pourra profiter de cette nouvelle irrigation et de ce développement agricole découlant donc de ce plan national. On peut dire qu'en fait, l'association du plan vert et de ce plan-ci, qu'on pourrait appeler le plan eau, est une bonne chose pour tous ces petits agriculteurs, voilà. Mais aussi finalement pour de plus grandes exploitations agricoles. Oui, alors vous savez que la très grande majorité des exploitations agricoles sont tenues par des tout petits agriculteurs de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares et pas plus. Donc c'est important que l'on ait une orientation comme celle du plan national qui permette d'être d'abord en faveur de ces petites exploitations agricoles pour leur permettre d'avoir cette irrigation développée par les aides de l'État, mais également donc leur permettant une irrigation plus moderne par le goutte à goutte. Alors une des pistes dont on entend peut-être trop peu parler, certes elle est onéreuse, mais pour renforcer l'offre hydrique, c'est quand même le dessalement de l'eau de mer. Alors là, il existe déjà au Maroc des stations, à Laayoune, à Tantan par exemple, et d'autres qui sont en cours de réalisation, notamment à Agadir. Il y a des projets de dessalement de l'eau de mer qui existent pour alimenter le Grand Casablanca, Safi, Dakhla. Est-ce que c'est pas ça aussi l'avenir ? Oui, tout à fait, oui. C'est complémentaire. Je pense que, et le plan national le dit également, il s'agit donc de répondre à les pénuries d'eau, comme on l'a déjà indiqué. Il s'agit de booster le plan Maroc vert, mais il s'agit aussi de trouver les barrages, qui sont aussi un objectif important, mais aussi donc de faire en sorte qu'on ait des usines de désalinisation qui soient mises en place. Il y en a une qui est en cours de construction au sud d'Agadir, elle a pour nom Douira, c'est la plus grande usine de dessalement au monde qui va voir le jour. Quelques chiffres, c'est un budget de 3 milliards de dirhams, traitement de plus de 75 millions de mètres cubes d'eau dessalée par an, mise en service très vite, puisque ça a démarré en 2017, ça se termine normalement donc en 2021. Ça veut dire que ça peut desservir une zone grande comme quoi à peu près ? Pour l'ensemble de la région qui est concernée. La région du Souss. L'ensemble de cette région est concernée. Et il est prévu dans ce plan 3 constructions, l'une à Casablanca, l'autre à Safi et la 3e dans le Sahara à Dakhla. Oui, c'est ça. Alors, le Maroc a mis en place un fonds dédié aux régions rurales pour des objectifs de mise en place d'infrastructures de tout genre. Est-ce que par ailleurs le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation dont nous parlons participera à la viabilisation des zones rurales dans le pays ? Est-ce que l'association des deux est aussi un élément déterminant? Je pense que c'est important de le souligner. Ce fonds dédié a pour vocation donc faire en sorte qu'il n'y ait pas un développement du Maroc à 2 vitesses. On a vu ces dernières années, depuis 20 ans maintenant, le Maroc se développer très fortement dans les centres urbains. Avec un déséquilibre finalement. Et parfois avec un déséquilibre. Donc en direction du monde rural, il y a eu ce fonds. Et je pense que ce plan national a pour vocation de s'adresser d'abord au monde rural. Donc il va y avoir un effet levier qui va permettre, avec ces nouveaux financements, 115 milliards de dirhams sur 6 ans, qui vont venir abonder ce fonds dédié aux zones rurales, puisque
Comme on l'a dit, il s'agit d'abord à ce monde rural de bénéficier de ce plan national, non pas seulement en matière d'eau potable, mais également en matière d'irrigation. Donc ça veut dire en développement agricole. Est-ce que la croissance industrielle peut aussi profiter de ce plan ? Oui, parce que quand on voit bien que dans certaines zones, je pense aux zones nord du Maroc, il est aussi très important que nous puissions faire en sorte qu'il n'y ait pas de pénurie d'eau. Or, les sites industriels de plus en plus nombreux dans cette zone, je pense à Tanger, il est donc aussi très important que tout se passe comme il le faut, parce que les besoins en eau sont considérables, y compris par l'industrie. Est-ce que l'apport de ce nouveau programme est réel aussi pour la politique de régionalisation avancée ? Alors vous savez que cette politique de régionalisation avancée a été mise en place il y a quelques années, petit à petit. Je pense que le moment est venu pour que cette régionalisation s'accélère. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que la mise en œuvre de ce plan national, pour qu'il soit efficace, efficient, eh bien, trouver une synergie. Non seulement une synergie avec le personnel politique, en région, mais également les pouvoirs publics, mais également le monde économique et la société civile. Or, cette régionalisation avancée, ce statut de régionalisation qui doit encore faire l'objet de propositions de mise en œuvre, eh bien, c'est la complémentarité. C'est faire en sorte qu'ensuite, l'organisation territoriale du Royaume du Maroc permette ainsi d'être rapidement efficace pour faire en sorte que tous ces projets, notamment dans le monde rural, soient réalité, comme le souhaite Sa Majesté le roi Mohamed VI. Alors, une dernière question plus généraliste, parce que j'ai envie de transmettre aux téléspectateurs des éléments pour mesurer la gravité du problème. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque minute dans le monde, vous avez 5 personnes qui meurent à cause du non-accès à l'eau potable. Et donc, l'ONU considère par ailleurs que d'ici 2030, la demande en eau aura dépassé de 40% la production globale. Donc, on se rend compte que c'est un problème mondial, planétaire, qui touche 40% de la population mondiale. Alors, quand on voit ça, on se dit, heureusement que le Maroc réagit, mais mon Dieu, que l'ensemble des pays dans le monde réagissent face à ce problème. Et effectivement, régleront sans doute des problématiques de migration si on n'est plus dans des risques de sécheresse et autres soucis environnementaux. D'autres chiffres, la consommation moyenne mondiale est, en matière d'eau, de 140 litres par habitant par jour. Eh bien, les Américains consomment, eux, 600 litres par jour. Les Marocains, moins de 80. Donc il y a des écarts incroyables. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas une véritable politique de conscientisation des populations, et bien sûr de l'industrie aussi, mais des populations, pour réduire leur consommation d'eau et faire en sorte que l'équilibre mondial à ce niveau-là soit plus équitable. Oui. C'est l'enjeu majeur au début de cette troisième décennie du XXIe siècle. Vous avez parfaitement raison, d'alerter l'opinion publique. Et ce n'est pas seulement les pays du continent africain qui doivent être alertés, mais c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Et c'est nous, les Européens, c'est les Américains, c'est les gros consommateurs d'eau partout dans le monde. Et donc il y a la présence de Loïc Fauchon, qui est le président du Conseil national mondial sur l'eau, qui était présent à Marrakech en avril dernier, a tiré la sonnette d'alarme en disant nous demandons à l'échelle des Nations Unies que l'ensemble du monde se mobilise. Alors c'est vrai que la première victime de la pénurie d'eau, c'est vraisemblablement le continent africain.
Et ça, c'est terrible. Et moi, en tant qu'Européen qui est persuadé aujourd'hui que notre croissance européenne de demain viendra aussi de la croissance du continent africain. Et donc c'est une politique commune que nous devons avoir. Et là, on est depuis tout à l'heure en train de parler du Maroc, mais aussi de l'Afrique. J'implore les dirigeants de l'Union européenne de prendre cette conscience pour dire mettons en place un plan Marshall pour l'eau dans notre relation avec le continent africain. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Excellente conclusion. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Pargneaux, d'avoir participé à cette interview. Et pour ma part, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine dans votre émission Europe-Afrique pour un nouveau rendez-vous.